Attention pour les personnes sensibles, cette vidéo va évoquer les violences sexistes et sexuelles, donc trigger warning, et même en fait la violence en général. Bonjour à tous et toutes. Dans mes précédentes vidéos, j'ai parlé à plusieurs reprises de biologisation sans revenir spécifiquement sur cette notion. Du coup, c'est ce que je vais faire ici. Un événement en particulier me motive à reprendre le micro. Il y a quelques jours, j'ai participé à un café philo. La question initiale proposée pour la discussion était « La raison peut-elle être mise au service du mal ?» Plutôt vers la fin, une intervenante a dit quelque chose comme « On parle du mal M-A-L depuis le début, mais je pense qu'il faudrait parler du mal M-A accent circonflexe L-E. » Qu'il faudrait donc parler du mal qui se met au service du mal M-A-L. Et elle évoquait les taux de féminicide toujours très importants dans notre société. Pour rappel, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Du coup, la discussion a pris une tournure féministe, pour mon plus grand plaisir. Par la suite, un intervenant a évoqué les viols commis par les hommes en temps de guerre. Il a présenté ces viols comme relevant de la nécessité pour ces hommes de générer une descendance, étant donné leur risque élevé de mourir. Donc moi, ça m'a beaucoup interpellée, cette intervention, et pour moi, ce point de vue relève typiquement d'une forme de biologisation. Et donc, on va voir en quoi. Grand 1, c'est quoi la biologisation ? Dans mes précédentes vidéos, j'utilisais cette notion sans connaître l'existence d'un sociologue qui travaille spécifiquement, entre autres, sur ce concept. Donc ce sociologue s'appelle Sébastien Lemerle. Dans cette vidéo, je vais m'appuyer en particulier sur 2 articles que j'ai lus de lui. Donc il y a cet article qui s'appelle « 3 formes contemporaines de biologisation du social ». Et il a aussi coécrit avec une dame qui s'appelle Carole Reynaud-Paligo, l'article Biologisme dans l'encyclopédie Universalis. Donc en fait, j'ai pris connaissance de ce sociologue par un autre monsieur qui s'appelle Jérémy Naudet, qui est neuroscientifique, donc chercheur en neurosciences, et qui fait de la vulgarisation. Moi, je l'ai connu sur Twitter, à l'époque, Twitter, là. Et donc en fait c'est vraiment très très intéressant, je trouve, ce qu'il dit. Donc dans un thread Twitter, je mettrai aussi en description les liens vers un ensemble de threads, je sais pas comment on dit, thread, par ce vulgarisateur en neurosciences. Donc il a fait relire un de ces articles par Sébastien Lemerle. Donc c'est comme ça que j'ai pris connaissance de ce sociologue. Enfin bon, bref. Alors, du coup, tout ça c'était pour vous présenter un peu les documents sur lesquels je vais m'appuyer pour cette vidéo. Je m'égare. Donc dans un des articles, en fait, Sébastien Lemerle, il distingue la notion de biologisme et celle de biologisation. Donc c'est un peu technique et je vais pas rentrer dans les détails ici. Donc je vais utiliser le terme de biologisation. Et du coup, la définition qu'il en donne et sur laquelle je vais m'appuyer ici, c'est la biologisation du social et la tendance à fonder l'interprétation, voire l'explication des phénomènes sociaux sur des facteurs biologiques. C'est assez simple. Donc, grand 2, quel exemple concret peut-on donner de la biologisation du social ? Donc par exemple, il y a une tendance qui pourrait s'appeler le neuroécologisme. C'est l'explication de la surconsommation et de la crise écologique par des causes donc cérébrales en fait. Et vous avez sans doute entendu parler du livre de Sébastien Boller qui avait fait grand bruit il y a quelques années, Le bug humain. Et donc dans Le bug humain, moi je l'ai pas lu, hein.
Il explique les problèmes écologiques avec le fait que notre cerveau, il nous contraint en fait à ces comportements. Donc c'est une forme de biologisation de comportements sociaux du coup. En deux, on peut citer la psychologie évolutionniste. Donc là, je cite un des articles de Le Merle. Donc la psychologie évolutionniste, j'en ai déjà parlé aussi dans mes autres vidéos. La psychologie évolutionniste affirme la présence toujours agissante au sein des comportements humains d'instincts hérités de l'histoire naturelle de l'espèce. Dans le pire des cas, dans cette mouvance, on trouve par exemple Peggy Sastre, qui a écrit La domination masculine n'existe pas, et qui va jusqu'à expliquer le viol et les violences sexuelles comme des stratégies héritées de l'évolution pour favoriser la transmission des gènes. Donc voilà, c'était 2 exemples. Donc, grand 3, pourquoi ça pose problème ? En fait, cette biologisation des comportements sociaux, en fait, c'est une forme de réductionnisme. Définition du réductionnisme, Larousse, simplement, on va faire simple. Le réductionnisme est la tendance qui consiste à réduire les phénomènes complexes à leurs composants plus simples et à considérer ces derniers comme plus fondamentaux que les phénomènes observés. Car en fait, la biologie n'est pas le niveau épistémique adapté pour analyser les questions sociales. Il y a une analogie de Jérémy Naudet qui est assez marrante. Il explique, donc il n'y a pas d'explication directe par la neurobiologie, qui n'est pas le bon niveau explicatif. Donc là, c'est dans un article qui parle de la crise écologique. Donc du coup, ça fait référence à Sébastien Boller et au cerveau et tout. Donc là, c'est une forme de biologisation qui s'appuie donc sur la neurobiologie. Et donc, il dit, il n'y a pas d'explication directe par la neurobiologie, qui n'est pas le bon niveau explicatif. Expliquer un processus socio-historique à base de neurones est aussi pertinent que de décrire un vélo avec de la physique des particules. Donc en effet, là c'est moi qui parle, à partir du moment où il y a une interaction entre 2 humains, il y a une interaction sociale qui ne peut pas être réduite à des mécanismes biologiques. Les relations sociales impliquent du langage, des valeurs, un développement psychologique, une histoire personnelle et sociale, etc., etc. Donc je vous invite vivement à lire ce thread de Jérémy Naudet. Je lui donne une autre citation et je ne vais pas lire tout l'article, mais vraiment cet article il est super intéressant. Donc par exemple, il dit également « La recherche d'arguments neuraux vient souvent d'un désir d'explication et donc de solution qui serait valable en tout temps et en tout lieu. Une vision neutre basée sur les sciences dures qui évacuerait la dimension possiblement conflictuelle de l'écologie politique. » Voilà, donc ça rejoint la notion de réductionnisme. C'est du coup la biologisation du social. C'est réduire un phénomène complexe à quelque chose qui relèverait d'un niveau d'explication unique, donc la biologie, qui n'est pas du tout suffisant. Donc la biologie n'est pas le niveau épistémique adapté pour analyser les questions sociales. Et notamment parce que ça évacue complètement les enjeux politiques en fait. La biologisation du social interprète des phénomènes sans prendre en compte leur contexte psycho-socio-historique. Elle empêche de regarder en face les vraies causes des problèmes et la complexité des phénomènes humains. D'autres exemples. Dans ma dernière vidéo, j'évoquais une soi-disant sociologue invitée de Philosophie Magazine qui expliquait que les hommes agressent les femmes parce qu'ils sont frustrés parce que leurs besoins ne sont pas satisfaits. À mon sens, ici, c'est une forme de biologisation. Elle biologise d'une certaine façon les désirs sexuels des hommes en les présentant comme irrépressibles. C'est dangereux parce que ça déresponsabilise les hommes et ça empêche de situer les abus dans un contexte systémique, sociétal, les situer aussi dans une histoire.
On retrouve ça chez les personnes qui ne veulent pas entendre parler des histoires de viol en disant que c'est de l'ordre du privé, que ça ne devrait pas être rendu public. Or, pourquoi parler de culture du viol est pertinent ? Ici, je vais vous passer un extrait encore de France Culture. C'est un extrait d'une émission de France Culture diffusée en mars dernier. L'invité est Mathieu Poupard, qui est auteur de l'ouvrage Le silence de l'agneau. La morale catholique favorise-t-elle la violence sexuelle ? Donc l'émission de France Culture traite des violences sexuelles dans l'Église catholique et se demande comment expliquer le décalage entre les textes religieux et les pratiques de l'institution. Donc je vous laisse écouter l'extrait. Il y a un malaise spécifique aux catholiques, il y a un malaise qui leur est singulier. Moi, j'avais le sentiment que de toute façon, ce malaise, il traversait l'ensemble de la société et pas seulement les catholiques. Ah oui, je pense qu'il traverse l'ensemble de la société et pas seulement les catholiques. D'ailleurs, là, donc moi, en l'occurrence... Mais eux, plus que d'autres ? En tout cas, sous certaines formes qui leur sont particulières, parce que la culture catholique a certaines données qui lui sont particulières. Mais par ailleurs, du fait du très long compagnonnage de notre culture chrétienne et de notre culture européenne, en fait, on va retrouver en contexte catholique des idées qui peuvent être finalement assez répandues dans la société, mais qui vont y être particulièrement explicites. Et là-dessus, le prisme religieux peut être utile pour jeter une lumière sur ces représentations délétères, parce qu'il permet de les rendre particulièrement explicites. Souvent, les représentations que nous avons sur la sexualité, et a fortiori sur la violence sexuelle, elles sont en bonne partie implicites. On ne les formule pas complètement à voix haute, voire on ne se les formule pas complètement à soi-même. Mais comme les religions ont tendance à vouloir bien définir le bien et le mal, bien définir le pur et l'impur, elles vont donner, quand on creuse leur soubassement, on va y trouver des formes beaucoup plus claires de ces idées-là. Je vous en donne juste un exemple très concret. Je pense qu'il y a beaucoup de vos auditeurs qui ont été marqués ces dernières semaines, ces derniers mois, par le procès de Mazan et les viols qu'a subi Madame Gisèle Pellicot en étant droguée et endormie. Eh bien, vous avez dans certains jalons très importants de l'histoire de la théologie morale, dans des manuels de casuistique des temps modernes, exprimer de façon parfaitement claire l'idée que pénétrer sexuellement une personne droguée ou endormie, ça ne compte pas exactement comme un viol. Alors évidemment, ce sont des choses qui ne sont pas du tout agréables à lire, mais c'est très précieux parce que ça permet d'attester qu'on n'a pas simplement affaire à des perversions individuelles, mais à des ambiguïtés collectives sur la violence sexuelle qui ont même pu être promulguées par des autorités morales ou spirituelles. Donc voilà, moi j'ai trouvé cet extrait très très intéressant. Je trouve qu'il montre comment des représentations, ici issues de textes religieux, semblent avoir pu pénétrer les sociétés et s'être transmises au cours du temps. Je trouve que cet extrait montre bien comment le viol est un comportement qui peut être favorisé par la culture, en l'occurrence ici même la culture catholique. Donc on est bien loin d'un réductionnisme lié à un point de vue biologisant. Donc un autre exemple, quand on parle d'instinct maternel, donc l'instinct maternel, ça serait le fait que les femmes savent intuitivement ce qu'il faut faire pour s'occuper des enfants, que c'est dans leur gène, c'est dans la nature féminine d'être plus à même de fournir du care que les hommes. Et donc forcément, ça entretient des attendus envers les femmes, et ça va justifier que les femmes, elles vont encore passer beaucoup plus de temps que les hommes à s'occuper des charges domestiques et des soins éducatifs aux enfants, la double journée, tout ça. Donc ça va servir, la biologisation du social, dans de nombreux cas, va servir à justifier des inégalités sociales en les présentant comme étant issues d'un ordre naturel. Et il y a des exemples plus anecdotiques. Par exemple, dans la série Dying for Sex,
le mari de la protagoniste affirme que les désirs sexuels intenses de sa femme sont dus à un médicament hormonal qu'elle prend suite à un cancer du sein. Et cet argument va lui servir à ne pas se remettre en question lui-même. C'est comme quand un mec sort à une femme qui est énervée, bah alors t'as tes règles ou quoi? Donc ça peut paraître un peu trivial, mais en fait je trouve que ça montre bien une tendance historique assez générale à attribuer traditionnellement, à associer traditionnellement les femmes à la nature, à la biologie, notamment aux hormones, etc. Les hommes, eux, seraient plus du côté de la raison. Donc voilà, en conclusion, on peut revenir brièvement sur le début de la vidéo. Donc j'évoquais en début de vidéo cet intervenant au Café Philo auquel j'ai assisté, qui parlait des viols commis en temps de guerre comme étant liés à la nécessité pour ces hommes de s'assurer une descendance, étant donné leur risque élevé de mourir rapidement. À mon sens, c'est un exemple de biologisation. Ici, le viol comme comportement est réduit à la nécessité biologique de se reproduire. Dans le contexte de la discussion qui avait pris une tournure très féministe et critique, j'interprète son intervention comme une tentative de minimiser la responsabilité des hommes qui commettent ces violences. Voilà, maintenant vous avez une nouvelle notion en tête. Soyez attentifs et vous verrez que ce genre d'argument est souvent utilisé, que ce soit dans les déjeuners de famille, des articles journalistiques et même des ouvrages de chercheurs, donc comme le fameux bug humain de Sébastien Boller. À bientôt.